Alors il paraît que notre étoile ne va pas bien. Le vent a pris dans le même sens que la marée. Les Yankees n'entendent plus nos voix. Ils usinent des cœurs de pierre. On croirait que la mer va se refermer sur nous. Les anciens nous avaient pourtant prévenus. Tout nous lie, ici, sous le soleil. À bord d'un petit vaisseau favorisé par la course des planètes, bâti pour remonter des pistes, nous sommes partis. Partis ouvrir les vannes, se joindre aux tziganes, partis à marcher vers la source de la Chouap-Mouchouane, refaire nos forces, fonder une île, un sanctuaire gorgé de musique. Nous sommes nombreux à rêver de la chute de l'Amérique. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a produit autant de richesses sur tous les plans. L'origine du mot économie vient du mot grec « l'or dans la maison ». Ce qui me donne espoir, c'est qu'il y a des gens qui sont convaincus qu'on peut consommer autrement, qu'on peut produire autrement, qu'on peut mondialiser autrement. On a-tu compris la richesse qu'il y avait dans l'égalité? Ils offrent une résistance en bois de bout. Ils sont une réserve d'épinettes, un puits de poètes. Sourciers, navigateurs, ils espèrent. Un autre siècle de lumière, ils espèrent. L'ouverture d'une autre voie sur la face nord de la comète. Ils donnent à voir un pays sage, interstellaire. C'est parce que ça va coûter plus cher. On va identifier le nombre de commandes que tu as envoyées. Tu disais, je t'en ai envoyé 4-5. OK? All right. Salut. OK. Si on parle de commerce équitable, c'est qu'il y a un commerce inéquitable. Bon, on va prendre l'exemple le plus facile, l'exemple du café. 1 $ le kilo pour le café, que vous passez à peu près 10 heures à ramasser. Est-ce que ça, c'est suffisant pour se payer à manger, l'électricité, l'école? Quand votre enfant est malade, est-ce que vous allez pouvoir vous payer un médecin? Est-ce que vous allez pouvoir pourvoir à vos besoins fondamentaux en eau? Non! 1 $ le kilo. 1 $ le kilo, ça veut dire avoir faim tous les jours et regarder ses enfants avoir faim tous les jours. Bienvenue en Colombie. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme disait « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Or aujourd'hui, plus de 2 siècles après les Lumières, les 10 peuples les plus choyés de la Terre possèdent 300 fois la richesse matérielle des 10 peuples les plus pauvres. Étrangement, en 2008, il se trouve encore des gens déconcertants, apôtres, évangélistes, voyants, pour prétendre publiquement
que l'économie de marché favorise l'équité. Est-ce qu'on peut dire qu'on est riche quand il y a, par exemple, un continent comme l'Afrique qui se meurt? Est-ce que c'est ça la richesse? Est-ce qu'on peut se permettre de penser que ça suffit? Encore une fois, peut-être à très court terme, on peut se faire cette illusion-là, mais au bout de la ligne, tout le monde est perdant là-dedans. Et bon, si j'avais une chose à dire, c'est que pour moi, ce qu'il faut qu'on arrive à trouver la façon et de se convaincre, parce qu'une fois qu'on est convaincu, on va trouver la façon qu'on peut avoir une économie sans perdants. On parle tout le temps de l'économie, il y a des gagnants et des perdants. Et c'est pas vrai que on est obligé de vivre comme ça. On peut aussi avoir une économie où tout le monde est gagnant, une économie sans perdants. Mais il faut se le dire, puis il faut qu'il y ait une volonté collective et un État aussi qui va nous appuyer pour y arriver. L'idée, c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a produit autant de richesses sur tous les plans. Savoir et aussi dollars que actuellement. Jamais, jamais, jamais. Alors je dirais à ceux qui disent qu'il n'y a pas de richesse, excusez-nous, il n'y a plus de richesse entre les mains du public, c'est vrai. Mais il y a énormément de richesse dans la main de cette infime partie des privilégiés et de l'élite économique qui possède tous les pouvoirs, ici comme ailleurs, qui siphonne, concentre entre ses mains toutes ces richesses que les gens ordinaires produisent du fruit de leur savoir, de leur labeur, de leur travail. Augustine est représentant de la coopérative LCIBO. C'est une coopérative de cacao équitable en Bolivie. Alors, quand les jeunes font des campagnes de financement avec des produits équitables, bien, un visage derrière le produit, c'est le produit Equita, c'est bien beau, il est bien bon. Mais à quoi ça sert le commerce équitable? C'est de faire en sorte que tu as des jeunes comme ça, parce que Augustine a le même âge que moi, on a 32 ans. Et la coopérative lui a donné la perspective d'avenir et les membres se donnent, se prennent en main pour un autre monde plus équitable, plus écologique, plus solidaire. Go, go, go! Commerce équitable! Go, go, go! Commerce équitable! Go, go, go! Commerce équitable! Le peuple uni, jamais vaincu! El pueblo unido, la más será vencido! Le changement, il doit venir de partout. Il faut avoir plusieurs David pour lutter contre Goliath. Ça ne veut pas dire que tous les citoyens doivent être sensibilisés pour qu'on en vienne au changement, non. Mais il faut qu'il y ait une masse critique suffisamment grande pour exercer des pressions sur les élus et exercer des pressions aussi sur les entreprises. Ça veut dire d'avoir des actionnaires qui sont actifs. Ça veut dire d'avoir des citoyens qui ont à l'œil les comportements de leurs élus, de ceux qui les représentent, dans la manière dont ils prennent les décisions. Donc, ça veut dire de se réapproprier le pouvoir partout où il se trouve, quand on va voter, avec ceux qui nous représentent, et aussi via nos choix de consommation, notre manière d'être des actionnaires pour ceux qui ont les moyens de l'être. Travaux forcés, il y a beaucoup d'abus des droits de la personne. Fait que là, l'idée, c'est de dire aux entreprises, bien, premièrement, trouver des façons de savoir d'où vient le coltan, puis deuxièmement, bien, d'avoir des certificats qui prouveraient que le coltan vient bel et bien d'une mine qui est exploitée de façon responsable. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que les pays d'Afrique qui sont en guerre, c'est des pays où ils ont le plus de ressources, puis c'est le cas du Congo. Puis, en plus, les compagnies canadiennes ont une grande responsabilité parce que c'est souvent des compagnies canadiennes qui sont là-bas, en tout cas une proportion importante des minières. Donc, on a une grande responsabilité pour changer les conditions de production des compagnies canadiennes en Afrique
bien, c'est sûr que là, pour mener ces dossiers-là, ça prend des actionnaires qui sont prêts à le faire. Puis c'est ça qui va être le défi, là, de trouver les actionnaires. On a la chance d'avoir des épargnes collectivisées au Québec de façon particulière, avec la Caisse de dépôt, avec le Mouvement Desjardins, le Fonds de solidarité, avec plusieurs institutions comme celle-là, avec l'influence syndicale aussi sur les caisses de retraite. Donc tout ça, ça donne un levier pour changer le monde, dans le fond. Parce que quand on a des actions détenues de façon collective dans des multinationales américaines, bien, ça nous donne le même droit d'influence dans ces compagnies-là que si on était américain. T'sais, des fois, c'est frustrant en politique parce qu'on dit parce qu'on n'est pas américain, on n'élit pas l'homme le plus important au monde qui est le président des États-Unis. Mais comme actionnaire, par exemple, on a une maudite influence sur le président des États-Unis parce qu'on sait par qui le président des États-Unis est élu, souvent par l'influence des grandes corporations. Donc, nous, en agissant sur les grandes corporations, comme Québécois, on peut changer le monde. Moi, ma philosophie là-dedans, c'est pas de... Je pars pas avec l'idée que les gens n'ont pas de conscience sociale, et je pars pas non plus avec l'idée qu'une grande entreprise va changer son plan d'affaires juste parce qu'ils décident qu'ils ont une bonne conscience. C'est pas de même que ça marche. Là. Il faut qu'on fasse en sorte que le système amène ces entreprises-là à faire les bons choix. Puis dans ce système-là, il y a les actionnaires. Puis je me dis toujours, si nous, on fait notre travail comme actionnaire, il y a des bonnes chances que les entreprises suivent. Je crois que nous, la Caisse, et tous les joueurs comme nous, on doit considérer que nous sommes responsables envers les gens qui investissent à la Caisse, donc nos 21 déposants, de tenir compte dans nos décisions des impacts environnementaux de l'activité des entreprises. La première chose à faire, c'est d'identifier clairement le problème. Qu'est-ce que cette compagnie-là fait qui n'est pas correct, puis qu'est-ce qu'elle devrait faire pour être correct? C'est sûr que si on dit aux minières canadiennes arrêtez d'exploiter des mines, bien là, c'est ce qu'ils fassent. Je veux dire, ils sont dans cette business-là. Mais si on leur dit, vous pouvez l'ouvrir la mine, là, mais il faut compenser les populations qui étaient là à un prix qui a du bon sens, mais on veut savoir combien. Puis il faut le faire dans les règles de l'art au niveau environnemental, puis on veut un rapport d'impact qui montre que vous avez utilisé toutes les meilleures technologies possibles pour réduire l'impact environnemental. Bien là, la mine peut ouvrir, mais pour les gens qui sont là, ça fait une grosse différence. Il y a développement, il doit y avoir le mot durable. Et souvent, les entreprises capitalistes, obsédées par le profit, ont occulté cette dimension. Puis là, ils se rendent compte que même le profit peut être frappé s'ils ne s'occupent pas de développement durable. On a vu des grandes automobiles, là, par négligence, payer très cher leur manque de vision. Alors là, même pour un bon capitaliste, assumer le développement durable, ça va devenir une partie de son devoir et de ses responsabilités. Je dirais que l'économie a pris une présence beaucoup trop forte dans nos vies. Elle devrait être là. Même Adam Smith disait, un des fondateurs de l'économie classique, que l'économie, elle était là pour répondre aux exigences de la survie, aux exigences de la nécessité, puis qu'une fois ce serait répondu, que l'économie se banaliserait, qu'on irait vers l'ère de la philosophie, ou vers le règne plus de la philosophie, où Marx disait le règne de la liberté. Mais aujourd'hui, c'est comme si on avait inversé les choses. La fin est devenue le moyen. Donc, on a centré sur l'avoir matériel toute la richesse. Alors, pour moi, c'est une erreur fondamentale. Ils sont une poignée, ils ont des milliards. Dans leur république de banana split, lucide ne veut plus dire lumière. Lucide veut dire durcir. Durcir le ton, serrer les mâchoires. Envers nos sœurs, nos frères, les plus faibles, les moins chanceux, les aïeux, les ailleurs. Durcir le ton envers la terre, les oiseaux, les montagnes et la mer. Durcir le ton envers tout ce qui se perd, tout ce qui peut s'extraire. Vas-y, fonce le grand, regarde pas en avant. T'es fort, mon Jack. Usine de la pierre, paramilitaire. Quand tu veux, tu peux, tu seras prospère. Actionnaire circumpolaire, sais-tu.
africanaire tentaculaire, commanditaire crépusculaire. Fermez les yeux, prenez un respire. Checkez ça, on va t'écrafoirer l'État. Un super ministère des Relations publiques, une division marketing au Conseil du Trésor, des phrases toutes prêtes, totalitaires, pour le monde ordinaire, qui servirent à l'andouette, qui servirent à l'envers. Soyons lucides, les Chinois s'en viennent. Soyons fiers, soyons forts, incendiaires, une poigne de fer, on va s'y faire. Comme des Yankees, comme des gringos, comme des zéros, ben des zéros. Sans ça, ma gang de bougons, dans le grand concert des lardons, nous finirons en croton. Nous, les sociodémocrates du Nord, nous ne souffrons pas assez. Nous ne travaillons pas assez, nous ne sommes pas assez. Fait que tant qu'il ne fera pas complètement noir, je ne veux voir personne puncher. Si on veut en venir vraiment à une société plus équitable et plus écologique, il va falloir qu'on réinvente un modèle, qu'on réussisse à prendre ce qu'il y a de bon dans le socialisme et ce qu'il y a de bon dans le capitalisme et reformer quelque chose qui replace l'humain au cœur de l'économie. Et donc, pas seulement les capitaux, pas seulement des grandes entreprises, parce qu'en ce moment, le système bénéficie vraiment à une minorité. On le voit avec l'écart de plus en plus grand qui a entré chez pauvres, mais un système qui permette vraiment de bénéficier à la masse. On sera tous gagnants là-dedans, mais il faut oser revoir certains concepts. On ne peut pas continuer avec le capitalisme sauvage tel qu'il a lieu et le socialisme poussé à l'extrême tient pas plus compte des problèmes environnementaux que le capitalisme. Donc, pour moi, il faut vraiment replacer l'environnement au cœur du système et se rappeler qu'il n'y a pas d'économie sans écosystème. Hello, Dimitri. This is Brenda Plant calling. The company I work for is a company that I started called Ethicat, and it's mostly a web-based company, and we promote socially and environmentally responsible clothing and other products. If you could give me the hourly rate or the salary that you pay your sewers. Ça, c'est tout le coton organique qu'on a fait. Sébastien. L'idée de la boutique Planète Monde, elle est venue de ces produits-là, qui sont des savons qui sont fabriqués par une coopérative en Afghanistan. Les savons prennent 6 mois à sécher et quelques temps pour arriver jusqu'au Canada. Nous, évidemment, notre public, c'est le grand public, c'est gratuit pour le grand public pour faciliter la consommation responsable pour monsieur et madame tout le monde et pour indiquer les lieux d'achat pour ces produits. Notre forme juridique, c'est une entreprise privée actionnaire. Nous sommes 2 actionnaires. On voulait aussi montrer qu'on peut être une entreprise privée avec une mission sociale et que ça peut marcher. Vous avez vu tout à l'heure, on a tous les bacs de carton. Quand on achète des produits qui sont cartonnés, on recycle tous les cartons. Ça, c'est le bac pour le métal. Tous les métaux sont séparés, l'aluminium est séparé. On essaie d'atteindre 100% recyclage. Le tissu qu'on enlève, le tissu usagé qu'on enlève sur le produit va servir d'emballage pour le produit. Donc, on va s'en servir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le recyclage à venir aujourd'hui, c'était l'apanage des pays pauvres. Le recyclage se faisait à Rio, le recyclage se faisait en Afrique.
Si tu achetais une boîte de métal, puis tu l'ouvrais pour le lait à l'intérieur, tu gardais la boîte parce que c'est un contenant étanche, etc. On sait. Puis avec la même boîte, tu faisais le jeu, puis avec le même tissu, tu le refaisais pour refaire des vêtements. C'était l'apanage des pays pauvres. Le challenge pour nous, c'est que c'est compliqué à recycler parce que c'est beaucoup de temps. Ça crée de l'emploi, on va dire, c'est formidable, mais c'est un processus qui est long. Le même processus, c'est dans notre société. Est-ce que la société, par opposition aux produits chinois qui arrivent à plein container, puis c'est simplement ouvrir les portes puis à consommer le produit, est-ce qu'on est prêt à faire ça? C'est la consommation, c'est la production, il faut vraiment changer des comportements à plusieurs niveaux. Puis les fonds reviennent à la communauté ici. Exactement. Sauf que mais c'est une manière de vivre. Est-ce que c'est consommation à outrance ou bien non, on réfléchit? Puis c'est ça qui est, je pense que c'est ça en ce moment qui est vraiment la grande question de société qu'on se pose en ce moment. Oui. Moi, je suis convaincu que l'urgence environnementale ouvre la porte à des sauts de civilisation. Bien, c'est soit la catastrophe, c'est soit qu'on va sauter par en bas ou soit on va sauter par en haut. Parce que même si on trouve des solutions environnementales, soit dites, là, des meilleures techniques là, pour produire qui protègent plus l'environnement. Comme Ricardo Petrella le disait il n'y a pas si longtemps, pour satisfaire le type de production, la façon de produire et le modèle de vie qui est mis de l'avant, ça prendrait 9 planètes. Alors, c'est un cul-de-sac. De toute façon, c'est un cul-de-sac. Alors, moi, je crois qu'on est rendu à une intersection où... pas parce qu'on va avoir eu l'intelligence de le choisir de nous-mêmes, mais qu'on va devoir aller sur une économie beaucoup plus centrée sur l'être que sur l'avoir. Parce que là, t'es un cul-de-sac. Alors, et dans cette économie-là, qui sera plus... Parce que l'échange économique, là, il peut se créer en échangeant des bebelles puis du matériel, mais il peut se créer par des échanges culturels, par des relations, des échanges d'une économie qui est beaucoup plus relationnelle. Allô? Oui, bonjour. Yes! Ça va bien? Ben oui, Marie Chagnon, toi? Oui, t'as fait des belles entrevues hier. Bienvenue à la caisse de Gaspé, Manon. Bonjour. Bonjour, Manon. Vous fermez à quelle heure? 5 heures. Fermez à 5 heures. OK, merci. Bienvenue, au revoir. Salut bien, hein? Passe une bonne journée. Et Claude, quand tu dis les véhicules attendent, ce sera un véhicule, hein? Non, sont 6 avec bien du bagage. Ça fait que la 4x4 va être change tout. Ben non, mais on va être là déjà au gîte. Ça fait que c'est pas loin, c'est 20 minutes. On enverra soit Christian avec une vanne ou... La Grande Traversée, c'est un gros budget, hein? C'est 1 million d'argent avec des retombées économiques très, très importantes, des retombées médiatiques incroyables pour le milieu. Juste au niveau de la couverture médiatique, toi, l'année passée, on a évalué à plus d'1 million de dollars pour la Gaspésie, là. Tout le monde qui parle de la Gaspésie l'hiver, le plaisir de venir ici, c'est quelque chose quand même. D'un petit événement de ski de fond, c'est devenu l'icône, dans le fond, du tourisme d'hiver en Gaspésie. Tu m'as fait 6 % Exactement. C'est-tu le meilleur taux que tu veux me faire? Oui, sur ce montant-là, oui. OK, exactement. Moi, je gère la Grande Traversée comme mon entreprise privée. J'endosse personnellement. Là. Ça fait partie de... Ça fait partie de l'organisation. Fait que... Mais je suis toujours très confiante. Parce que quand tu n'es pas confiant en affaires, je pense pas que tu puisses réussir. Puis moi, là, j'ai jamais travaillé pour l'argent. J'ai jamais travaillé pour avoir un compte en banque ou... Je bâtis beaucoup plus pour réaliser des choses puis amener des belles affaires dans ma Gaspésie. Ça fait que c'est toute une autre philosophie hein, de femme d'affaires. Un des grands arnaques, je pense, du 20e et plus que ça, c'est cette vision que l'économie, c'est en quelque sorte
une science mathématique, une science pure, où il y a des experts, où il y a des techniques. Tu sais, on parle de gestion comme une... tu sais, on enseigne les techniques de gestion. L'économie, c'est une science humaine. L'origine du mot économie vient du mot grec « l'ordre dans la maison ». C'était comment on organise notre maison. Et donc, l'économie, dans les faits, c'est comment une société produit des biens et des services et comment on les échange entre nous. Et ça veut dire qu'il peut y avoir toutes sortes d'économies. Hey, Daniel, tu devrais peut-être, si tu avais un tournevis pour visser la poignée de la porte, t'es en train de tomber. OK, s'il te plaît, merci. Ben oui, Roberto, ça va bien? T'es-tu revenu? OK. On est en train de se préparer pour partir. Ça va-tu bien, Val d'Espoir? Hey, génial, Roberto. Je te remercie 1000 fois pour tout, mon ami, hein? Ça fait travailler fort, ma Danielle. Oui, mais ça s'en vient bien. Oui, il reste juste des petits détails à... Allez-vous avoir des enfants des écoles aujourd'hui qui vont venir... Porte ouverte. Ouais, petite gaspille, puis... Allô, Ben, ça va bien? C'est beau? Oui, maintenant. On se parle, en tout cas. La Grande Traversée, c'est sûr, c'est un événement qui est sportif parce que c'est 300 km de ski de fond. Mais avant tout, là, c'est un événement profondément humain. Les personnes, même dans les échanges commerciaux, la quête qui nous intéresse, même si on ne le reconnaît pas, même si on ne le dit pas, même si à mains égards on le nie, au cœur, il y a la rencontre de l'autre est là. Au cœur, le rapport humain est là. C'est sûr que la société de consommation de masse dans laquelle on est, de surproduction, tend à nier et nous a amenés en jouant avec ce capitalisme anodinaire que certains appellent, qui gère un peu notre imaginaire, à occulter ces rapports-là fondamentaux. Mais moi, je pense que chez une majorité de personnes, c'est encore là. Les oies s'arrachent toujours à la gravité en ouvrant la voie à une semblable, dont l'énergie provoque l'envol d'une troisième qui donne de sa force à la prochaine jusqu'à l'infini. Puis, les ailes tricotées serrées, elles font corps céleste d'un bord à l'autre du monde, les yeux rivés sur l'étoile du Nord. Lorsque l'oie de tête se fatigue, car tout le monde se fatigue, c'est normal, c'est humain, elle rejoint la queue de l'essai. Et toutes les oies prendront, à tour de rôle, la tête et la queue de ce V inversé jamais parfait qu'elles ont inventé il y a des siècles pour nous enseigner la solidarité. Il y a une chose qui m'a frappée pour avoir été dans les luttes sociales au Québec depuis beaucoup de temps, c'est que à passer 15 jours au Danemark, en Suède et en Finlande, ce que j'ai entendu en général des gens, c'est la fierté de payer des impôts, par exemple. Tu dis, tiens, c'est possible que ce soit autrement. Moi, c'est une chose qui m'a frappée. Une compréhension que les finances publiques sont là pour assurer des valeurs communes auxquelles on croit. Du café du Costa Rica, du Guatemala, du Pérou, de Colombie, de Tanzanie, parfois d'Ouganda, quand on en a. Ça, c'est vraiment notre grand espace de rangement. Donc ça, c'est les grosses caisses qui arrivent, les grosses palettes. Ça, c'est nos mallettes éducatives pour les campagnes de financement qu'on plie ici puis qu'on remplit. Donc avec toute l'information sur le commerce équitable et qui résume, capture un peu ce que je raconte dans ma conférence. On pourrait visiter un jour, éventuellement, les lieux de production. Et pour l'instant, on préfère investir nos faibles moyens dans la sensibilisation. En fait, l'offre de produits équitables est là. La demande est là. Fait que c'est pas en visitant les gens qui font l'offre qu'on va vraiment avoir un très gros impact. C'est vraiment en travaillant pour amener la demande au niveau de l'offre. On a nos palettes de riz, hein? Ça, c'est... Quand on en reçoit, ça remplit, mais là, ça commence à diminuer gravement. Ce qui est, ma foi, fort encourageant.
La première affaire, je le partageais avec vous autres, c'est que si on additionne les ventes présentement, là, cumulées au mois de novembre, plus les ventes du mois d'octobre, en 1 mois et 3 semaines, on fait plus de ventes que quand on a terminé l'année entière, Mara et moi, en 2002. C'était 421 000 de chiffre d'affaires. C'est vraiment fou. Je regardais les chiffres, là. Jusqu'au mois d'octobre, on était à 1,3 million de ventes, 1 315 000. On a encore 1,3 million à faire en 5 mois. Et ça tombe bien, c'est nos gros mois. Présentement, dans les nouveaux produits, il y a le sucre équitable et bio, le cacao équitable et bio en 2,5 kg, format vrac, principalement à travers Coop d'Alentour. On a les 2 thés chai, noir chai, vert chai, 100% équitable, 100% bio, 100% coop. En plus, c'est 100% coop parce que vous savez, il y a du thé qui vient de plantation équitable puis de coopérative équitable. Là, nous, c'est 100% coop équitable. Ce qui me donne espoir, c'est que la mesure de mes résultats, c'est mes ventes augmentent. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont convaincus qu'on peut consommer autrement, qu'on peut produire autrement, qu'on peut mondialiser autrement. Et ce mouvement-là croît d'année en année. Le succès du commerce équitable en est une mesure, le succès de l'agriculture biologique en est une autre, le succès de développement de projets citoyens de réappropriation, soit de l'entreprise par le biais de coopératives de travailleurs, de réappropriation d'un lieu public pour en faire un bien collectif. Puis ça se passe pas juste dans mon coin, là, c'est pas juste Montréal, là. Ça se passe partout dans le monde, ça se passe en Argentine, ça se passe au Mexique. Il y a encore tout un défi d'accessibilité, l'accessibilité du prix équitable du produit, puis l'accessibilité géographique, il faudrait l'avoir proche de chez nous pour pouvoir poser le geste de solidarité. Puis ça, c'est le plus gros défi, ça nous bouffe des heures, ça nous bouffe du gaz, on déplace nos communautés un petit peu partout au Québec pour rendre le produit accessible, faire des dégustations en magasin, convaincre les acheteurs dans les écoles pour faire les campagnes de financement. Donc, il y a beaucoup de travail, de débroussaillage. Puis après ça, c'est ce qu'on appelle commercialement, il faut closer la vente parce que le petit producteur, il n'a pas besoin d'une petite tape dans le dos en disant « Quelle belle cause tu fais ». Le petit producteur, il a besoin de vendre. Puis c'est pour ça qu'on est là. Moi, si je sors une seule personne de la pauvreté, ma vie est faite, là. Puis j'ai un talent, j'ai une grande gueule pour en embarquer d'autres dans ce mouvement-là. C'est-à-dire, si tu rames contre le courant ou tu décides de te partir, il y a une autre rivière à côté, puis cette rivière-là, elle va être propre, elle va être belle, elle va être solidaire, puis il y a plein de monde qui veut venir se baigner dedans. Une bonne mondialisation serait une mondialisation qui permette à tous les humains de la Terre de répondre à leurs besoins de base. Et on les a, les richesses, pour faire ça. Tout à fait. En ce moment, ils se dépensent des milliards en militaires. D'ailleurs, c'est plus de 3 milliards par jour qui se dépensent pour l'équipement, pour les armées, tout ça partout à travers le monde. Puis on dit qu'il suffirait de moins de 9 jours de ces dépenses-là pour répondre aux besoins de tous les enfants en eau, en aliments, en éducation de base. Donc, c'est vraiment une question de priorité. Donc, si on réussissait par la mondialisation à avoir cette vision plus globale et se sentir responsable les uns des autres, on agirait différemment et on, comme citoyens, mais on aussi comme habitants de pays riches. Hey, Dario! Ça va bien? Oui, toi? Alors, viens que je te montre une graine de café en de chocolat. Moi, je vais prendre plutôt celui-là, si ça ne te dérange pas. Il y aura autant de caféine dans ce morceau de chocolat-là que dans le grain de café. Regarde! Tout ça est emballé par la filiale de la Coop au Sri Lanka. Ça, c'est dans la Coop. Ça, quand c'est vendu 8 $, la Coop capte 25 % du prix final au consommateur. C'est pour ça que je peux dire qu'il y a équitable.
Oui. et équitable. Au-dessus des autres. J'ai entendu dire que c'était formidable et je voulais juste savoir un peu tes réactions. Pourquoi tu penses que tellement de gens sont venus? Est-ce que c'est un succès? C'est un succès incroyable. En tout cas, je pense qu'il y avait une énergie. Il y avait un moment, il y avait des gens de toutes les régions. Il y avait des gens de 20 pays. Alors là, les gens sont mobilisés. On s'engage, on va faire ci, on va faire ça. Le monde s'en fait un high collectif, on peut dire. Parce que les gens ont senti qu'il y avait vraiment une force vive, qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient ensemble, qu'il y avait des liens entre des aussi grands mouvements que le mouvement des jardins, avec des initiatives de groupes communautaires, de gens qui fabriquent des sacs avec des matériaux récupérés. Tout ça, moi, j'ai beaucoup aimé la diversité des points de vue dans la taille des organismes québécois, puis aussi à l'international. Il y avait beaucoup de représentants africains, latino-américains, une grande délégation du Brésil aussi. La conférence du midi était donnée par 2 Brésiliens. Là, tu sens à quel point au Brésil, c'est beaucoup plus militant et à quel point le message qu'ils nous envoyaient, c'était c'est beau l'initiative individuelle et tout ça, mais avez-vous pensé à imposer des taxes aux compagnies multinationales qui n'ont pas des pratiques qui sont éthiques? Avez-vous pensé à militer, à avoir des gestes plus politiques? Fait que c'était une interpellation du Sud que moi j'ai trouvé super intéressante. On a-tu compris la richesse qu'il y avait dans l'égalité? Tu sais, la richesse pour une société. Puis il y en a plein. Il y a un avantage pour la santé. Mais il y en a... L'éducation aussi, c'est la même chose. Les sociétés plus égales ont de meilleurs résultats scolaires aussi. Tu sais, des sociétés qui travaillent pour une plus grande égalité. Et je pense que c'est parce que on va donner le meilleur de nous quand on n'est pas asservi. Ou quand on n'est pas dominant. Je pense qu'un esclave ne donne pas le meilleur de soi à un maître. Et je pense que quelqu'un qui ne pense qu'à sa fortune ne donne pas le meilleur de lui ou d'elle à son entreprise non plus. Alors que si on est ensemble dans un projet, dans nos différences, mais que je sens des personnes avec qui je suis l'égalité, je vais avoir envie de faire que ce projet-là est le mien. Et donc, pour être dans une société équitable, il faut sentir, c'est-à-dire pour pouvoir faire, pour se mettre en contribution, et donc pour produire, pour prendre les termes classiques, de la richesse dans une société, bien, tu vas le faire pour tout le monde plus facilement si tu sens que tu es reconnu comme un égal. Sur le parcours, on vous l'a dit hier, vous avez vos cartes topographiques et on a une équipe de motoneigistes absolument extraordinaire. Remerciez-les, ces gens-là, parce qu'ils sont tous là bénévolement pour nous supporter dans notre 50 beaux kilomètres aujourd'hui et de toute la semaine. Ça fait que bonne journée, mes amis, puis à ce soir! Allez-y, les chevreuils! Ouais, ouais.
c'est pour ça que je fais ça. Pour faire voir au monde les beautés de notre pays, qui est très, très peu connu. T'sais, on est quand même à 1000 km de Montréal. Puis combien de Québécois ne savent pas qu'on a une richesse comme ça? Puis ce qui m'écoeure, dans le fond, dans le discours là, des villes, là, quand ils disent qu'ils veulent fermer les régions du Québec, dont la Gaspésie, parce que semblerait-il que ça coûte cher à l'État, là. Ces gens-là parlent carrément à travers leur chapeau. Mais ça, je te jure, le temps que je vais être vivante au niveau de la Gaspésie, ils vont avoir de la misère en maudit. Moi, mon grand-père m'a dit un jour, ma fille, c'était un sage, un pêcheur, puis un bûcheron. Il dit un jour, tu vas comprendre, il dit que quand on est gaspésien, il dit la mer, ça allonge le regard, ça élargit l'œil, puis ça agrandit le dedans. Ça fait que c'est ça, ce pays-là. C'est un pays de grandeur, hein, de richesse intérieure incroyable. Hein. Ça fait qu'on va aller se l'allonger sur le Mont-Jacques-Cartier. Allez, mon ami. À l'occasion de ce sommet de l'économie sociale et solidaire, nous, les acteurs et actrices de l'économie sociale issus des mouvements associatifs et communautaires, coopératifs et mutualistes, culturels, environnementaux, sociaux, syndicaux, des organismes de coopération internationale et de développement local et régional, nous déclarons avec fierté et détermination notre engagement en faveur de la construction d'une économie sociale et solidaire aux échelles locales, régionales, nationales. Ces réalisations, rappelons-le, constituent une résistance active au contexte mondial où la croissance économique génère trop souvent de la pauvreté et des inégalités tant sociales que L'emploi et la territoriales. création de richesses sont des préoccupations importantes pour le développement du Québec. Rappelons-nous que ce sont les êtres humains qui produisent et consomment les biens et les services. Ce sont donc les individus qui doivent être au cœur du processus et des finalités de l'activité économique. Nous voulons développer nos territoires solidairement, en assurant que chaque région du Québec ait un accès équitable aux ressources de développement de l'économie sociale et à des outils de financement appropriés à la diversité des besoins. Le développement de l'économie sociale et solidaire ne peut avancer sans une perspective d'ensemble qui fasse le lien entre le local et le planétaire, entre le lieu de production et l'acte de consommation. Le développement d'une économie sociale et solidaire ne peut se faire sans la mobilisation des forces vives d'une société. On voudrait être ensemble, libres, égaux, égales, en dignité et en droit. Comment on agit pour générer ça? Je pense qu'il y a... Tu sais, c'est beaucoup d'années d'histoire humaine pour arriver à ce que d'un peu partout sur la planète, même si ça n'a pas été dit par tout le monde, puis que ça n'a pas été adopté, qu'il y a eu des tensions dans la façon de l'adopter, d'arriver à se dire ça, que des États y souscrivent, que, dans le fond, on peut se dire, sur la planète Terre, voici notre déclaration de base. C'est pas pire. T'sais, moi, ça me frappe. Je trouve que ça... Je sais pas, j'ai une fierté de ça. Et je me dis, bien là, on a toute la tâche maintenant, ou bien qu'on arrête d'exister comme humanité, ou bien on fait exister ça comme il faut. Nous voulons vivre dans un pays qui offre une résistance, qui oppose une voix ferme aux armateurs de cœur de pierre. Nous voulons vivre sur un territoire économique distinct. Nous voulons vivre dans un pays qui remet en cause la croissance économique perpétuelle. Un pays qui reconnaît avec humilité ses erreurs passées. Nous voulons vivre dans une social-démocratie, dans un pays qui enfante une marée de gestes solidaires. Nous voulons être un peuple qui relève la tête pour refonder l'imaginaire.